Aujourd'hui, je vous propose une expérience de pensée sur l'idéal de justice. J'ai appelé cette expérience de pensée la flûte. Nous la devons à Amartya Sen, qui est un économiste et philosophe indien. La ronde des apprentis philosophes comporte aujourd'hui 5 enfants et je les laisse se présenter. Je suis Agathe. Je suis Marilo. Je suis Marcus. Je suis Emeric. Je suis Oscar. Lequel de ces 3 enfants, Anne, Bob et Carla, doit obtenir la flûte qu'ils se disputent? Anne la réclame en proclamant qu'elle est la seule à savoir en jouer, ce que personne ne remet en cause. Bob défend son droit à obtenir la flûte en raison de sa pauvreté si extrême qu'il n'a aucun jouet. Les 2 autres enfants concèdent qu'elles sont en effet plus riches et pourvues de nombreux jouets. Enfin, Carla rappelle qu'elle a travaillé pendant des mois pour fabriquer cette flûte de ses propres mains. Et les 2 autres sont tout à fait d'accord avec ça. Et que ce n'est que maintenant que la flûte est terminée que les 2 autres viennent pour essayer de lui soutirer la flûte. Puisque Anne est la seule à savoir en jouer. C'est elle qui aurait le plus de bonheur à avoir cette flûte, donc c'est elle qui devrait l'avoir. D'accord. Tu dis que c'est elle qui aura le plus de bonheur, puisque c'est la seule qui pourra en jouer. Mais Bob, qui est très pauvre, aura aussi beaucoup de bonheur s'il possède un tel objet, lui qui n'a rien. Oui, mais c'est quand même Clara qui l'a faite, donc elle a le droit de l'avoir. Il faut récompenser les efforts qu'elle a faits, tout le travail qu'elle a eu à la fabriquer. Si on lui donne, c'est reconnaître son travail et la prochaine fois, elle travaillera encore. Elle créera de nouveaux objets. Autrement, elle se dira « à quoi bon ?» En fait, on pourrait se dire qu'il faut donner la flûte à celui ou celle qui en a le plus d'utilité, de plaisir, de bonheur. D'accord, mais comment peut-on savoir pour qui c'est le plus utile, ce qui procure le plus de bonheur? Par exemple, il faudrait qu'on puisse mesurer l'intensité du bonheur. Qui a le plus de plaisir? Ça pourrait être aussi la durée de ce plaisir. À qui ça fera plaisir le plus longtemps? Et aussi, si en faisant plaisir à l'un des enfants, est-ce que ça fera plaisir aussi à d'autres personnes? Par exemple, les parents de l'enfant pauvre auront du bonheur de voir le bonheur de leur fils qui a la flûte. Ou Anne, en jouant de la flûte, fera plaisir à son entourage, elle donnera des concerts. Ou encore, Clara sera fière d'elle à chaque fois qu'elle regardera sa flûte, c'est quand même elle qui l'a fabriquée. On pourrait dire que ce qui est le plus important, c'est l'utilité totale pour tous, l'utilité générale. Peu importe pour qui c'est le plus utile, à qui ça apportera le plus de plaisir ou de bonheur. Ce qui est essentiel, c'est la quantité de bonheur que ça donne, globalement, à tout le monde. Par exemple, on pourrait dire que Anne, sachant jouer de la flûte, procurera du plaisir à beaucoup de monde quand elle en jouera, donc ça fera beaucoup de plaisir, donc c'est elle qui devrait l'avoir. Voici une illustration de l'utilitarisme. L'utilitarisme, c'est une doctrine moderne, humaniste et altruiste, fondée par Jeremy Bentham, qui était un philosophe anglais du XVIIIe siècle, début XIXe. Donc pour lui, en fait, il fallait abandonner toute idée de droit naturel ou de référence religieuse concernant le droit. Il n'y a aucune autorité suprême qui peut décréter ce qui est juste ou bon pour les humains. Seuls comptent les états de plaisir ou de souffrance vécus par eux. Donc l'utilitarisme cherche à guider nos actions, individuelles, collectives, avec comme idée qu'une société juste est une société heureuse. Donc pour lui, une action n'est utile que si elle procure du plaisir, du bonheur, du bien-être à son auteur. C'est une philosophie qui fait de l'utilité le seul critère de moralité. C'est le principe du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Bentham met même au point une méthode scientifique de calcul de la quantité de plaisir et de peine générée par nos actions, et ça s'appelle le calcul félicifique. Les utilitaristes cherchent à répondre aux questions: que devons-nous faire de notre société? Quel est le critère qui doit régir nos décisions collectives? Et quelle est la nature de la société juste?
Pour l'utilitarisme classique, il s'agit d'additionner un niveau d'utilité ou de bonheur atteint par chacun afin de trouver ce qui donnera le nombre le plus élevé. Donc la solution qui aura la somme la plus élevée d'utilité globale, donc vraiment pour tout le monde, sera la meilleure. Ce qui compte, c'est le bonheur global et non pas la quantité de bonheur individuel. Ça va poser deux problèmes. Tout d'abord, ce calcul, il ne prend pas en compte la répartition de ce bonheur au niveau individuel. Par exemple, imaginons qu'on estime qu'à 100, le bonheur est suffisamment important pour décider d'une loi. Si cela concerne 3 personnes, une personne serait à 20 de bonheur grâce à cette loi et les 2 autres à 40 chacune. Au total, ça fait bien 100. Il y en a quand même un qui n'en a que 20, tandis que les 2 autres en ont 40. Donc pour lui, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment l'addition de tout. Deuxième problème, c'est comment on mesure les utilités individuelles, c'est-à-dire la quantité de bonheur, de plaisir ressenti. Est-ce qu'on peut comparer les individus entre eux? Est-ce que leurs échelles à eux, leur estimation du bonheur, de leur bonheur peut être comparée à celle du voisin? Donc il faudrait pouvoir mesurer et comparer le bien-être sur des critères objectifs, parce que chacun a sa définition du bonheur. Il faudrait pouvoir comparer sur des critères objectifs le plaisir ressenti, et en même temps, il faut respecter l'individualité, c'est-à-dire ce qui pour chacun représente le bonheur, quelle est pour lui sa définition du bonheur et à quelles conditions lui ou elle peut dire voilà, j'ai telle quantité de bonheur. Pour l'un, son bonheur, par exemple, pourrait être de vivre sur une île déserte et pour l'autre, de vivre dans une capitale. Donc, comment on fait pour pouvoir comparer la quantité de bonheur de chacun? Mais si on veut qu'il y ait plus d'égalité entre les enfants, ne faudrait-il pas donner la flûte à Bob, qui est le plus pauvre, tandis que les 2 autres ne le sont pas? C'est vrai si on pense à l'argent. Mais Anne, qui est plus riche que Bob, est handicapée. Aussi, elle ne sait que jouer de la flûte. Bob et Anne n'ont pas les mêmes besoins. Quel est le besoin le plus important? Être moins pauvre en ayant un objet qu'autrement on ne pourrait pas avoir, ou pouvoir s'occuper en jouant de la flûte quand on ne sait pas faire autre chose à cause d'un handicap? Les échanges des enfants exposent un point de vue égalitariste. Dans l'utilitarisme, l'importance des besoins de chacun n'était pas décrit, donc c'était difficile de faire quelque chose d'égalitaire. John Rawls, qui était un philosophe anglais, avait une théorie de la justice avec laquelle il faisait le pari de pouvoir articuler d'une part un égal respect à l'égard de toutes les conceptions raisonnables de la vie bonne et d'autre part le souci d'assurer à chaque citoyen autant que possible ce qui lui est nécessaire pour poursuivre la réalisation de sa conception de la vie bonne. Pour cela, il a élaboré une liste de biens sociaux premiers. Ce sont les moyens généraux nécessaires pour déterminer ce qu'est une vie bonne et pouvoir la réaliser. Dans ces moyens généraux nécessaires, il y a ce que tout homme rationnel est présumé désirer, quels que soient les autres désirs qu'il pourrait avoir à côté. Donc il les répartit en 3 catégories. Tout d'abord, les libertés de base, c'est-à-dire que toute personne a un droit égal à l'ensemble le plus étendu de libertés fondamentales, égales pour tous, et qui soit compatible avec le même ensemble de libertés pour tous. C'est-à-dire que ma liberté, comme on dit souvent, s'arrête là où commence celle de l'autre, donc il n'est pas question de pouvoir étendre ma liberté au détriment de la liberté des autres. Et en même temps, donc chacun a le droit à avoir le maximum de liberté fondamentale de la même manière que son voisin. Deuxième catégorie, c'est les chances d'accès aux positions sociales. Et la troisième catégorie, c'est de pouvoir bénéficier des avantages socio-économiques qui vont avec ces positions sociales, comme par exemple le revenu, la richesse, le pouvoir, les prérogatives, les bases sociales du respect de soi, etc. Ce qui veut dire que les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à fonctionner au plus grand bénéfice des plus défavorisés, puisqu'on est dans un système égalitaire, et être attachées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous dans des conditions de juste égalité des chances. Donc tout le monde doit pouvoir se réaliser et accéder aux positions sociales, aux fonctions sociales
et doit pouvoir avoir les mêmes conditions de chance pour y accéder. Ici, la priorité est donnée aux libertés de base pour tous les citoyens de manière égale et au niveau le plus élevé. Ensuite, le principe de juste égalité de chance requiert qu'un même talent, deux individus aient la même possibilité d'accès aux diverses fonctions et positions sociales. Et enfin, le principe de différence demande que les inégalités sociales et économiques soient organisées de façon à ce qu'elles apportent aux plus défavorisés les meilleures perspectives de vie. Dans la théorie de Rawls, la classe des plus défavorisés de la société est celle qui est la moins bien lotie en biens sociaux premiers, pour des raisons d'origine sociale, d'absence de dons naturels, de manque de chance dans la vie, ce qui est donc la moins en mesure de réaliser ses objectifs. C'est pourquoi seules les inégalités qui assurent l'amélioration du sort de cette classe sont acceptables. Autrement, les inégalités ne sont pas acceptables. Cependant, Sen voit dans cette préoccupation exclusive pour les biens premiers un inconvénient majeur. Par exemple, pour la personne souffrant d'un handicap, cette information est traitée de manière tout à fait indifférente dans cette approche de l'égalité. Sen conteste l'attitude de Rawls qui consiste à ne pas tenir compte, de peur de commettre une erreur, des cas difficiles comme les handicaps, les besoins spéciaux en matière de santé ou les déficiences mentales ou physiques. Cela revient pour lui à considérer ces cas comme n'ayant aucune pertinence morale. La théorie de la justice de Rawls s'adresse à des individus qui auraient tous des besoins semblables. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. Donc, partant dans la querelle entre les trois enfants, il est très probable que Bob, le plus pauvre des trois, soit vigoureusement soutenu par une approche égalitariste dont l'objectif est de réduire les écarts de moyens économiques entre les personnes. Mais l'attribution de la flûte à Bob ne sera peut-être plus si juste si l'on prend en compte le fait qu'Anne est certes bien plus riche, mais gravement handicapée et ne peut pas faire grand-chose d'autre que jouer de la flûte. Après tout, c'est elle qui l'a fabriquée. Toute personne a le droit de posséder ce qu'elle a fabriqué. Chacun doit pouvoir améliorer sa condition, chacun a le droit de poursuivre ses propres buts. Ce qui est à moi est à moi. Je peux le donner si je veux ou le vendre, mais on ne peut pas me le prendre. Cette flûte appartient à celle qui l'a faite. Avant qu'elle fabrique la flûte, lui a-t-on dit qu'elle sera quelqu'un d'autre après? Et si oui, était-elle d'accord? Je comprends ce que tu dis. Tu poses là de bonnes questions. Donc pour toi, Carla a le droit de garder cette flûte puisqu'elle l'a fabriquée. Mais en même temps, Bob n'avait pas le matériel nécessaire pour la fabriquer. Et lui et Clara ne savent peut-être pas en fabriquer ou ils ne peuvent pas. Donc ici, nous avons l'illustration du point de vue libertarien. James Buchanan montre que lorsqu'il s'agit de faire des choix collectifs, c'est une erreur d'imposer la logique de maximisation du bien-être, comme avec l'utilitarisme. Pour lui, le but du gouvernement n'est pas de maximiser le bien-être social, mais de maintenir un cadre permettant aux individus de poursuivre leurs propres fins, c'est-à-dire les projets de vie qu'ils ont pour eux-mêmes. Avant lui, on retrouve la même idée chez John Locke, un philosophe anglais de 1690. Pour lui, les droits de propriété ont un caractère naturel que l'État se doit de préserver. Pour John Locke, le droit à la propriété est un droit fondamental lié à la nature intrinsèque de l'être humain au même titre que la vie ou la liberté. Si au départ la terre appartient aux hommes de façon égale, elle leur a été donnée par Dieu. Donc je vous rappelle que là nous sommes donc au XVIIe siècle. Ceux-ci se l'approprient en y apportant la valeur ajoutée de leurs efforts. Il émet tout de même de réserve. Pour être acceptable et accepté, ce droit à la propriété ne doit pas priver les autres des biens nécessaires à leur survie, ni donner lieu à du gaspillage. Disposer à sa guise du fruit de son travail est une chose. Mais qui en garantit la jouissance paisible? Eh bien pour lui, c'est le rôle du pouvoir exécutif, seul habilité à recourir à la force, à condition bien sûr qu'il n'outrepasse pas ses prérogatives et se soumette au pouvoir législatif, donc c'est-à-dire aux lois, dont les dépositaires réunis en assemblée ont été élus par le peuple à la majorité des voix. Donc c'est l'État qui exerce un rôle de gendarme, mais l'État n'est pas censé interférer dans les affaires commerciales.
Contrairement aux autres théories de la justice, le libertarisme affirme que la question des critères de répartition ne se pose pas, puisqu'il n'y a aucune redistribution à effectuer. En revanche, il convient de faire de la plupart des objets sur la planète des propriétés privées et de permettre à chaque propriétaire d'utiliser ou de transférer ses titres de propriété comme bon lui semble. Il peut, par exemple, les offrir, les vendre, voilà. Quant aux ressources qui sont produites grâce au travail, par exemple, les conditions de leur appropriation doivent être définies de façon contractuelle et libre avant la production, comme les contrats entre les employés, les ouvriers et le patron qui les embauche. Le problème ici est que cette théorie ne tient pas compte des possibilités de chacun, de la puissance d'agir, de la capacité d'initiative dans le monde social et en particulier pour les plus démunis. L'accès réel à des biens et l'usage que les gens en font dépendent d'un certain nombre de variables. Pour Sen, le mieux est de s'intéresser à la liberté en se posant les questions suivantes. Qui peut réellement faire quoi, plutôt que qui a le droit de faire quoi ou qui a telle ressource. Par exemple, dans une même famille, les droits légaux ne suffisent pas à garantir la légitimité du droit d'accès de chacun de ses membres aux ressources dont dispose globalement la famille. Un autre exemple, dans une société, l'économie pourrait bien se porter et en même temps, un fort taux de chômage pourrait exister. Concernant la querelle au sujet de la flûte, un libertarien admet d'emblée le droit d'une personne à posséder ce qu'elle a produit. La capacité de pouvoir jouer de la flûte si importante à Anne doit-elle primer sur la capacité de Bob de pouvoir profiter d'un jouet quel qu'il soit? Et en même temps, la demande de Carla à une juste reconnaissance de son travail n'est-elle pas à prendre en compte? C'est faire preuve de justice de privilégier l'effort et la juste rétribution de son travail. Autrement, ça veut dire qu'on l'a exploité. Il n'est pas facile de choisir. Chaque enfant a de bonnes raisons de revendiquer la flûte. Que ce soit pour augmenter son plaisir et son bonheur, que ce soit pour qu'il y ait moins de différence de possession entre les enfants, ou que ce soit le droit à profiter des fruits de son travail. L'idéal de justice n'existe pas, on aura toujours du mal à faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec la décision prise. Aucune décision, aucune règle, aucune loi n'est parfaite. Et tout le monde ne peut pas être contenté de la même manière et à la même hauteur. Comment juger ce qui doit le plus compter en matière de justice? Il faut comparer les jugements que l'on peut avoir sur la question, les avis que l'on a sur la situation, et en même temps, il faut prendre en compte les injustices évidentes. Pour chaque situation, il faut réfléchir à ce qui serait le mieux. Je me demande si nous ne devrions pas demander aux enfants ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Ils sont mieux placés que nous pour le savoir. Je pense qu'il faut les laisser parler entre eux. Oui, tout à fait. Je dirais même que nous pouvons réfléchir tous ensemble pour aboutir à un accord qui serait le moins injuste possible. Et peut-être même qu'on ne trouvera pas d'accord du tout, mais au moins on saura pourquoi on n'est pas d'accord. Et s'il y a des choses vraiment injustes, on pourra les rectifier. Alors, en conclusion, ce que montre Sen avec cet exemple de la flûte, c'est qu'il existe une pluralité de points de vue, de raisonnement. Ici, le premier repose sur la recherche de la satisfaction humaine, le deuxième sur l'élimination de la pauvreté, et le troisième sur le droit à jouir des fruits de son travail. Ces arguments vont au-delà des intérêts particuliers de chaque enfant. Il est impossible de classer certains choix sociaux les uns par rapport aux autres. Ce qui compte, c'est la prise de conscience d'une réalité moins simple qu'on aurait pu le penser. On voit qu'il est difficile d'avoir un consensus impartial qui satisfasse tout le monde. Le désaccord peut être un élément constitutif d'une réponse à un problème social dès lors qu'on explique les raisons pour lesquelles ce désaccord surgit. C'est parce qu'on est en désaccord qu'une réflexion collective est possible. Dans certains cas, l'injustice observée est telle qu'on donne la priorité à ce qui pourra la supprimer. Ce qui est important, c'est de confronter les différents jugements de valeur sur ce qui doit compter en matière de justice et surtout aux faits observés d'injustice évidente. Cependant, les arguments peuvent être équivalents. Il n'est pas toujours possible de savoir si une solution serait plus juste qu'une autre.
Pour Sen, ce qui est essentiel, c'est une délibération collective pour aboutir à un accord raisonné sur ce qui rendrait une société moins injuste. Et parfois, on peut aboutir à un désaccord raisonné. Pour réfléchir tous ensemble, il est nécessaire qu'il y ait aussi des spectateurs non concernés directement, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas au groupe concerné par la décision. Ces spectateurs impartiaux peuvent apporter d'autres points de vue en raison de leurs expériences, de leurs connaissances, de leur culture ou de leurs pratiques différentes. Réfléchir ensemble à ce qui est juste doit permettre de se détacher de ses propres intérêts, de ses préjugés communs et de ses comportements habituels. Les débats permettent d'éclairer la réflexion, le raisonnement de chacun et de questionner ses propres points de vue. Dans certains cas, on peut se rendre compte qu'il existe des injustices auxquelles nous n'avons pas pensé ou qu'on ignore par habitude, ou encore des possibilités d'action auxquelles nous n'avions pas pensé, qui pourraient permettre de réduire des injustices persistantes.